Bonjour, nous abordons aujourd'hui le thème numéro 1 de notre programme d'histoire, le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen Âge, avec un chapitre H1, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Introduction. Les mondes grecs et romains, entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle après Jésus-Christ, ont tous deux la Méditerranée comme cadre. Cette mer, presque fermée, voit la naissance de la civilisation grecque et fonde la puissance de la cité d'Athènes. Les Romains, qui font la conquête de tout son pourtour, l'appellent Mare Nostrum, notre mer. Les expériences de ces deux civilisations, grecques et romaines, ont été au fondement politique, culturel et religieux de l'Europe moderne. Politique, car Athènes invente un régime politique qui établit l'égale participation des citoyens à la vie de la cité, la démocratie directe, et qui légitime sa domination d'un vaste empire maritime. Périclès en est la figure emblématique au Ve siècle avant Jésus-Christ. Culturel, car l'Empire romain, qui réunit les deux rives de la Méditerranée, est marqué par un mélange de nationalités, de cultures, de religions. Le culte de l'empereur lui donne cependant une cohésion et une unité. Auguste en est le fondateur en 27 avant Jésus-Christ. Religieux, par l'acceptation du christianisme et la rupture progressive avec le paganisme qui s'opère à partir de l'empereur Constantin au IVe siècle. Problématique. Quelles constructions politiques Athènes puis Rome ont expérimenté pour assurer leur domination sur la Méditerranée? Grand 1. Athènes, une démocratie à la tête d'un empire maritime. En 508 avant Jésus-Christ, les réformes de Clisthène mettent en place les institutions démocratiques à Athènes. Elles permettent d'étendre l'égalité des citoyens devant la loi et de réorganiser l'espace civique de la cité en 4 groupes censitaires, c'est-à-dire en fonction de la richesse de leurs membres. La démocratie repose sur l'ecclésia, l'assemblée des citoyens, où chacun a le droit de prendre la parole, qui se réunit sur la colline de la Pnyx. Elle vote les lois ou l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion d'un citoyen de la cité. Les magistrats qui gouvernent la cité, ainsi que les juges, sont tirés au sort. En revanche, les stratèges sont élus. Périclès, qui est élu stratège presque sans interruption entre 461 et 429 avant Jésus-Christ, restreint l'accès à la citoyenneté mais renforce la démocratie. À partir de 451 avant Jésus-Christ, un citoyen doit être né de père et de mère athéniens, en plus d'avoir effectué l'éphébie et avoir plus de 18 ans. Mais surtout, dès 454 avant Jésus-Christ, Périclès fait donner une somme d'argent, le mistos, aux citoyens qui exercent les fonctions de magistrat ou de juge pour permettre aux plus pauvres de participer au gouvernement de la cité. La naissance de la démocratie athénienne est liée à son rôle lors des guerres médiques contre les Perses. En effet, après la victoire de Marathon en 490 avant Jésus-Christ et de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, Athènes prend la tête d'une alliance militaire, la Ligue de Délos, chargée de protéger les cités grecques. Mais en 454 avant Jésus-Christ, Périclès fait transférer le trésor de la Ligue de Délos à Athènes. Une partie de l'argent permet de financer le mistos et de donner un salaire aux nombreux citoyens embarqués comme rameurs sur les navires de guerre, les trières, qui sillonnent la mer Égée. Des garnisons de soldats athéniens, les Clérouki, sont aussi cantonnés sur les terres confisquées aux cités révoltées qui doivent les cultiver pour eux. Enfin, le trésor de la Ligue de Délos permet de financer les grands travaux qui embellissent la cité d'Athènes, en particulier la construction du Parthénon dédié à Athéna sur l'Acropole. Ainsi, la démocratie athénienne est renforcée grâce aux ressources de l'empire maritime placé sous la domination de la cité. La défaite d'Athènes face à Sparte lors de la guerre du Péloponnèse en 404 avant Jésus-Christ remet en cause la démocratie qui disparaît après la défaite de Chéronée face au roi de Macédoine Philippe II en 338 avant Jésus-Christ. Grand 2, Rome à la tête d'un empire territorial immense. Petit 1, la construction territoriale et politique de l'empire. Entre le IVe et le 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome étend continuellement son territoire par des guerres et des conquêtes. Elle impose son autorité à toute l'Italie, puis à des territoires de plus en plus lointains. L'Empire romain atteint son extension maximale sous l'empereur Trajan, 98-117, et recouvre alors l'ensemble du monde méditerranéen. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, la guerre civile oppose Octave, son fils adoptif, et Antoine, un de ses anciens généraux. Victorieux de son rival, Octave fonde un nouveau régime politique en 27 avant Jésus-Christ qui prend le nom de Principat, mais qui est plus connu sous le nom d'Empire.
Il reçoit du Sénat le titre d'Auguste qui lui donne un caractère sacré, ainsi que des magistratures et des titres qui lui donnent les pouvoirs politiques, militaires et religieux. Avec la mise en place du culte impérial, Auguste développe une intense propagande autour de sa personne et de sa famille, à Rome comme dans tout l'Empire. Par exemple, la maison carrée de Nîmes, construite entre 10 et 4 avant Jésus-Christ, est un temple dédié à Auguste et à ses héritiers. À sa mort, le Sénat décide de le consacrer au rang des dieux par la cérémonie de l'apothéose. Petit 2. Intégrer les populations locales pour stabiliser l'Empire. Au IIe siècle, sous l'empereur Trajan, l'Empire compte de 60 à 80 millions d'habitants. L'Empire territorial est divisé en provinces sénatoriales et en provinces impériales. Dans le premier cas, le gouverneur est nommé par le Sénat, tandis que dans le second cas, le gouverneur relève directement de l'empereur. Dans les territoires conquis, les Romains fondent de nouvelles villes et les autres se développent. Elles prennent Rome pour modèle. On y aménage et construit, comme ici à Tingad en Algérie, des lieux et des monuments romains. Forum, amphithéâtre, cirque, arc de triomphe, thermes. Ces villes sont administrées par des magistrats élus et un sénat. Les populations se romanisent, elles commencent à parler latin et adoptent les loisirs et le mode de vie des Romains. Toutefois, la romanisation concerne essentiellement les villes et la présence romaine suscite parfois des révoltes. La citoyenneté romaine se répand peu à peu, d'abord individuellement, puis à des cités entières et enfin à tous les hommes libres de l'Empire par l'édit de Caracalla en 212. Grand 3, Constantin, un empereur à la tête d'un empire qui se christianise et se réorganise territorialement. Au IIIe siècle, les barbares menacent les frontières de l'Empire romain. Afin d'en faciliter la défense, à partir de 293, l'Empire est gouverné par plusieurs empereurs. Au début du IVe siècle, l'un d'entre eux, Constantin, l'emporte militairement sur les autres et rétablit l'unité de l'Empire. Il met en œuvre une série de réformes dans différents domaines. Il renforce l'administration centrale de l'Empire en augmentant fortement le nombre de fonctionnaires, tandis que les hautes fonctions de l'État sont réservées aux sénateurs, dont le nombre atteint les 2000. Il crée une nouvelle monnaie d'or, le solidus, qui devient l'unité de compte dans l'ensemble de l'Empire et crée un climat de confiance favorable au commerce et à la prospérité. Par l'édit de Milan en 313, il légalise le christianisme avant de l'encourager. La religion chrétienne se développe alors dans tout l'Empire, sans pour autant faire disparaître les cultes traditionnels romains. Les raisons de ce choix de Constantin sont encore débattues par les historiens. La veille de la bataille du pont Milvius, qu'il oppose à Maxence en 312, il aurait eu une vision de Jésus-Christ, l'invitant à se placer sous sa protection pour vaincre. Sa conversion daterait de ce moment-là. Mais ce n'est qu'en 337, sur son lit de mort, qu'il se fera baptiser. D'autres historiens soulignent que sa conversion au christianisme lui aurait permis de piller l'or des temples païens pour financer la construction de Constantinople. En effet, à partir de 324, Constantin fait bâtir une nouvelle capitale qui porte son nom, Constantinople, sur le site de l'ancienne ville grecque de Byzance, afin de mieux protéger les frontières orientales de l'Empire. Cette nouvelle Rome sera inaugurée en 330. Conclusion. Tour à tour, les cités d'Athènes et de Rome ont tenté d'unifier politiquement l'espace méditerranéen. Si Athènes est une cité démocratique où la communauté des citoyens dispose de droits et de libertés et participe à la vie politique et civique, le contraste est fort avec les habitants des cités alliées placés sous la dépendance des Athéniens. S'ils sont protégés, ils sont aussi exploités et même réprimés lors des tentatives de révolte. Périclès justifie cet impérialisme. Le trésor de la Ligue de Délos permet encore aux Athéniens de payer les salaires des rameurs de la flotte de guerre, de financer les indemnités des juges, le mistos, ou encore les travaux d'embellissement de la cité comme la construction du Parthénon. Périclès a joué un rôle majeur dans ce processus. Rome a la volonté d'intégrer politiquement l'espace méditerranéen. Si, sous la République, la logique principale était celle de l'exploitation des territoires conquis, l'avènement d'Auguste constitue un tournant. Le gouvernement est centré autour de la personne de l'empereur. Ce dernier construit une relation nouvelle avec les notables des provinces conquises. En échange de leur fidélité, il leur permet de faire carrière dans l'administration et de devenir citoyens romains. Le culte de l'empereur est une manifestation de cette fidélité. Les élites locales adoptent une partie de la culture romaine et les villes de province prennent Rome pour modèle. Pour autant, les cultures autochtones ne disparaissent pas et se transforment au contact des cultures grecques et romaines.
La diffusion du christianisme profite de la stabilité de l'Empire et de ses réseaux d'échanges, comme les routes, les ports, les cités. Mais le principal facteur de réussite du christianisme vient de la conversion des empereurs à partir de Constantin, qui entraîne des vagues de conversion par imitation.